Bienvenue dans le podcast Oser by Nico. Nico c'est moi, oser c'est mon mantra. Un podcast pour passer à l'action, sortir de sa zone de confort, oser voir grand, oser vibrer. Et si on allait à la rencontre de personnes qui brillent dans leur unicité? Est-ce que t'es prêt? Eh ben écoute, c'est parti. Aujourd'hui, j'accueille Irena Banas. Irena a changé de vie en allant vers ce qui la faisait vibrer, la cuisine spécialisée en alimentation vivante et végétale. Comment a-t-elle fait un virage à 180 degrés dans sa vie? Comment faire pour lancer une activité quand on part de zéro? Elle nous partage ses conseils. Et elle nous partage également des conseils sur l'alimentation, évidemment, pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses avec elle dans cet épisode, y compris sur la loi de l'attraction. Irena l'utilise dans son quotidien. Elle va nous expliquer comment attirer ce que l'on veut dans sa vie. Une très belle promesse. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Irena, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Nicolas, je vais très bien, merci. Ça se voit, vu ton sourire, t'es habillé de rose. Pour ceux qui l'écoutent en podcast, ceux qui le voient sur YouTube, ils le voient du coup, parce que j'en profite pour dire d'ailleurs que le podcast est aussi sur YouTube, pour ceux qui ne le savaient pas. Comme ça permet de voir la tête des invités. Tu es habillée de rose, tu es rayonnante, resplendissante, donc ça me fait plaisir que tu sois venue à moi pour le coup, sous cette petite pluie. Et honte à moi, en plus je suis arrivée en retard pour te recevoir. Mais tu as été patiente et donc merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en une petite minute? Qui es-tu, Irena? Avec plaisir. Je suis Irena Banas, donc chef de cuisine spécialisée en alimentation vivante et végétale. Et à côté, j'anime des ateliers de cuisine. Je suis traiteur, donc pour des anniversaires, des mariages, des gâteaux en tout genre. Et également accompagnatrice de bien-être, sur tout ce qui touche en fait à la loi d'attraction, au bien-être en général. Et puis à la cuisine, bien sûr. Mais vaste, beaucoup de choses en fait, c'est très vaste tout ce que tu fais. En tout cas, on voit que ça revient au bien-être. On va voir si tu étais né comme ça. Pas né en tout cas, mais est-ce que parce que tu as eu une autre vie avant. Toi, tu étais quel genre de petite fille d'ailleurs? Oh, j'étais une petite fille très joyeuse, tout le temps en train de sourire, de rire, de manger aussi. J'ai toujours aimé manger, ça c'est sûr. Et toujours à voir le positif en fait, à chercher le positif et à le voir. Et c'était vraiment un leitmotiv déjà enfant. Ouais. Ouais. La nourriture t'intéressait déjà quand tu étais jeune? Alors pour la manger, oui. Pour la préparer, non. J'aimais pas du tout cuisiner. Et je me rappelle que ma mère s'inquiétait de ça d'ailleurs, en me disant « Mais Irena, il faut que je t'apprenne à cuisiner en fait, parce que quand tu seras grande, adulte, il faudra bien que tu saches cuisiner. » Et moi, je lui avais répondu « Mais en fait, là, j'aime pas ça. Et puis quand j'en aurai besoin, j'apprendrai. » Ah, ok. T'es partie dans quel genre d'études, hein? Alors à la base, je voulais faire plutôt de la socio, parce que l'humain m'intéressait beaucoup. Comprendre les choses, ça m'intéressait beaucoup aussi. La vie en a décidé autrement. Et je suis rentrée finalement dans le monde du travail assez tôt, où j'ai beaucoup travaillé autour de tout ce qui était enfant. À quel âge t'es 18 ans en fait. 18 Juste ans. après le bac, donc un bac littéraire, axé sur les langues, beaucoup, parce que j'aime beaucoup les langues, voyager, tout ça, ça me passionne. Et finalement, ça a beaucoup été de social et travail auprès des enfants. Et puis aussi quand même un peu de bien-être, parce qu'il y avait déjà une formation d'aromatologue. Ouais. Tout ce qui tourne autour des huiles essentielles et des eaux florales. Okay. Donc c'était déjà là quand même un petit peu c'était bien-être. Justement le bien-être, c'était un truc qui t'intéressait de base, ou c'était on va dire que tout ce qui touchait au bien-être, développement personnel, spiritualité, c'était pas forcément... Si, ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait une envie en fait d'aller bien, déjà pour moi, d'aller mieux. De sortir des schémas familiaux aussi, des croyances familiales, enfin voilà, de toutes ces choses qui sont pas toujours très cool dans la vie, mais une volonté et une confiance en la vie, en fait une foi clairement en la vie, qu'il y avait un mieux quelque part et que ce mieux il fallait le chercher, il fallait le créer. C'était un mieux pour toi, pour ta vie, ou un mieux en général? Alors à la fois c'était pour moi, parce que moi, moi j'avais envie d'aller bien déjà, et puis un peu, alors peut-être ce syndrome du sauveur aussi à l'époque, mais cette envie en fait d'apporter aux autres, de voir qu'il y avait d'autres gens qui avaient peut-être moins de chance que moi, ou une autre conscience, et de vouloir apporter aux autres, ça a toujours été très très important pour moi. Ok, donc là tu travailles dans le social, c'est ça? Oui, à l'époque c'était ça. Ouais. Ça te plaît? C'est-à-dire que tu te sens à ta place? Ah oui, complètement. Oui, je rayonnais vraiment à cette place-là. J'aidais les gens, ça me faisait du bien à moi, donc je m'aidais moi-même au final. Ouais. Et puis à l'époque, je voyais que concrètement, ça aidait les gens en fait. Et ça, c'était de voir un résultat en fait, c'était important pour moi à ce moment-là. Ok. Et à quel moment t'as senti que peut-être c'était plus ce qu'il te fallait? À un moment donné où voilà, ce fameux syndrome du sauveur était peut-être un peu trop présent
que j'ai commencé à trop m'oublier moi et finalement à vivre pour les autres et plus pour moi. Il n'y avait plus d'équilibre en fait. Et puis aussi un constat que le social, là où moi j'étais en tout cas, je trouvais que ça aidait pas assez les gens finalement. J'agissais pas à mesure de moi, mes capacités, de moi ce que je ressentais que je pouvais faire. Et finalement c'était comme une espèce de cercle vicieux en fait du mal-être, où comme si on entretenait les gens là-dedans aussi et que moi-même en fait je me plongeais là-dedans pour les aider. Enfin c'était vraiment plus sain du tout à ce moment-là. Ouais, j'ai l'impression peut-être d'avoir des freins en fait pour aider les gens, enfin d'être freiné dans tes envies et cette envie de mieux tout le temps. C'est ça. Et puis de voir que pour les enfants par exemple, tu vois, j'animais des ateliers, déjà cuisine à l'époque, mais dans les écoles, et finalement de voir que dans certaines familles ça allait pas et que le soir en fait les enfants ils rentrent chez eux et puis nous on peut rien faire en fait parce que c'est pas notre rôle. Et ce côté de sentir que j'étais limitée en fait, que je pouvais pas apporter, c'était très très frustrant pour moi à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit en fait je prends plus de plaisir, je prends plus de joie à faire ce que je veux et je suis plus à ma place tout simplement. Comment on fait quand on se sent plus à sa place et qu'il faut changer? Est-ce que tu avais une idée de ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais des peurs? Alors des peurs, oui ça c'est sûr, j'en ai toujours eu et j'en ai encore aujourd'hui parfois. Non, je savais pas ce que je voulais faire, mais au gré des rencontres, je crois beaucoup à la loi d'attraction. Que chaque personne tombe sur notre chemin, pas par hasard, mais au bon moment et au moment où nous, on sait voir les choses aussi et les signes. Et j'ai fait des rencontres qui m'ont amenée à devenir végane. Donc j'étais déjà un petit peu végane à l'époque, mais voilà, là je suis vraiment devenue intégralement. Une raison d'ailleurs pour... Éthique. Éthique, Éthique, bien-être animal. Je pour la paix en fait, et je mangeais des animaux morts qui avaient souffert tout au long de leur vie. Et pour moi, il y avait une non-cohérence en fait à ce moment-là. J'étais pas congruente et ça me correspondait plus du tout. Donc pour moi, j'ai fait ce choix-là. Et petit à petit, je me suis rendu compte que parler de nourriture, ça me plaisait beaucoup. Que manger, j'adorais ça. J'organisais déjà de manière personnelle des soirées avec mes amis. J'inventais des recettes, je créais des recettes. Et je trouvais ça super chouette. Et petit à petit, j'ai découvert tout ce qui était alimentation crue, alimentation vivante. J'ai fait un stage d'alimentation vivante aussi. Et là, c'est un nouveau monde qui s'est offert à moi et c'était pile au bon moment. En fait, c'était un tournant dans ma vie. Mais là, tu travaillais toujours ? Je travaillais toujours avec les enfants, Ouais, donc tu étais toujours là-dedans. À côté, tu développes cette envie d'aller vers la cuisine et le bien-être. À quel moment tu décides de quitter ton boulot ? Alors, en fait, je ne l'ai pas vraiment décidé. C'est très drôle. c'est grâce à un ami, en fait, que j'ai arrêté. C'était mon directeur, en fait, à ce moment-là, qui voyait que je m'épanouissais plus et qui voyait en fait à quel point je rayonnais quand je parlais de cuisine, que je faisais des plats, que je cuisinais, je faisais des photos, etc. Et en fait un jour il m'a pris à part, il m'a dit « Mais Iréna, en fait je veux plus te revoir ici, c'est fini. Tu t'en vas, tu pars et tu fais ce que tu as à faire parce que là en fait tu es en train de vivoter, tu rayonnes pas et en fait va-t'en quoi. » Et sur le coup ça a été très émouvant pour nous deux, vraiment parce qu'on s'appréciait beaucoup. Mais en fait ça a été un cadeau merveilleux qui m'a fait ce jour-là. C'est incroyable. Tu m'en mets des frissons en fait quand tu dis ça parce que c'est fou d'avoir eu quelqu'un qui t'ait ouvert les yeux sur ton unicité et sur qu'est-ce qui te faisait briller. C'est ça. En fait, parce que tu n'en avais peut-être pas conscience à l'époque. Non, et puis je pense que j'avais peur justement. J'avais peur de sauter ce cap parce que les enfants, le social, c'était un milieu très connu pour moi. Donc je gérais, oui, je connaissais. Alors que la cuisine, ça voulait dire lancer des ateliers culinaires, ça voulait dire aller vers l'inconnu aussi. Et puis, comment vivre de ça ? C'était être entrepreneur. Enfin, il y avait vraiment plein de questions à ce moment-là. Et forcément, oui, ça m'a fait peur à ce moment-là. Et tu l'as écouté ? Tu as décidé de quitter, du coup, ton boulot ? Oui. Oui. Merci, Tony, si tu nous écoutes. Je l'ai écouté, je suis plus revenue. Je suis revenue leur dire bonjour quand même après. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vraiment développé les ateliers culinaires. Et qu'est-ce qu'on a dit autour de toi ? Ta famille, tes amis, qu'est-ce qu'ils disaient ? Les gens proches étaient habitués. Iréna, elle a toujours plein de projets, toujours plein de nouvelles idées. Donc bon, c'est une nouvelle idée de plus. On verra où ça mène. Et puis voilà. Honnêtement, les gens sont habitués avec moi autour de moi. Et il n'y avait pas de peur à ce niveau-là. Ça, c'était chouette. J'étais bien soutenue à ce niveau-là. Et puis surtout, quand l'univers s'est mis en fait à me soutenir, je veux dire ça comme ça, il m'a envoyé des personnes qui m'ont demandé en fait des ateliers culinaires, des gens qui m'ont demandé des services traiteurs.
Voilà, plein de choses comme ça, alors que... C'est intéressant, c'est-à-dire que là, donc, tu quittes ton boulot, tu as cette passion de la cuisine, une cuisine particulière puisqu'on est sur le cru, le végétal. Toi, tu fais quoi? Tu crées un Instagram? Comment on fait? Imagine quelqu'un qui a une passion, il voudrait en vivre, enfin la personne voudrait en vivre, qu'est-ce que tu as mis en place toi pour que ça fonctionne? Avant justement que la loi de l'attraction ou l'univers t'amène les bonnes personnes, t'as mis quoi en place? Alors, je crois que c'est important en fait déjà de s'écouter et de faire ce qui nous parle. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai créé un Instagram que j'ai alimenté très peu et voilà, c'était de manière très sporadique. J'ai jamais été très réseaux sociaux, donc c'est toujours assez compliqué pour moi, encore aujourd'hui un peu. Mais voilà, j'avais créé mon Facebook aussi après, Facebook Pro. Et puis surtout, j'en parlais, parce que j'aime parler. Donc j'en parlais autour de moi. Et le bouche à oreille a fait que c'est comme ça que les personnes m'ont contacté en fait. Les gens t'ont contacté. Exactement. C'est pas du tout par les réseaux sociaux en fait. Non. C'était vraiment par du toi réseau directement. personnel. Ouais. Et tu as commencé à animer des ateliers. C'est ça. Ok. C'est ça. J'ai commencé à faire donc un service traiteur, donc où je cuisinais pour. Donc il y avait 70 personnes à ce moment-là, et je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et je me suis dit mais waouh, c'est tellement génial, je m'épanouis là-dedans, je peux inventer des nouvelles recettes, j'ai carte blanche, et en plus je fais du bien aux gens parce que ce type d'alimentation clairement fait du bien. Et là, je savais que j'étais sur le bon chemin. Ok, donc tu as continué. C'était quoi, du coup, là, qu'est-ce qui t'anime avec la nourriture végétale? Alors, déjà, c'est le fait de pouvoir manger plein de fruits et légumes en abondance, crus. J'ai toujours adoré ça. Petite, je voulais manger des kilos de fruits et on me disait, bah non, tu sais, il faut manger un demi-pamplemousse, un demi-avocat avec parcimonie, un peu de tout, un peu de viande, etc. Et là, en fait, je comprenais que je pouvais manger en fait 1 kilo de fruits si je voulais, sans problème, et que c'était OK. Et que je pouvais manger des légumes crus après. Et que si vraiment j'avais encore faim ou que je voulais manger autre chose après, je pouvais manger une pizza même. Enfin voilà, il n'y a pas d'interdiction, en tout cas, c'est pas comme ça que je le vois. Mais le fait déjà d'avoir toutes ces couleurs, tu vois, toutes ces odeurs, toutes ces richesses de fruits et légumes, et puis l'alimentation vivante, alors ça commence à se démocratiser, mais c'est vrai qu'en 2016, c'était encore... Oui, c'est là, en 2016, c'est là où tu as vraiment fait ça comme activité. Tu avais quel âge à ce moment-là? 28 à peu près. 28 ans. 28 ans, donc tu switches, tu quittes ton boulot et tu fais que ça. C'est ça. Donc là, en 2016, tu dis qu'à l'époque, enfin en 2016 en tout cas, il y avait quelques incompréhensions où les gens ne connaissaient pas beaucoup, c'est ce que tu veux dire? Non, pas trop, ouais, c'était l'alimentation crue, c'était quand même un peu bizarre. Enfin, j'entendais beaucoup de réflexions comme quoi, oui, les salades vertes, je connais, 40 râpés, c'est bon, je connais, j'ai pas besoin de cours. Okay, la salade, c'est pour les lapins. Voilà, mangeurs de graines et compagnie, ce qu'on connaît tous. Mais non, en fait, c'est peu connu et il y a une multitude en fait, de recettes à créer. Aujourd'hui, quand je fais un gâteau d'anniversaire, il est juste magnifique, on dirait un gâteau de pâtissier. Et les gens, face à ce gâteau, ne se posent pas la question, à savoir si c'est végétal, si c'est vegan, si c'est cru. En fait, on s'en fiche. C'est beau, c'est bon et on prend du plaisir à le manger. Et c'est ça qui compte le plus. Hein. Ouais. Donc là, c'est quoi, par exemple, qu'est-ce que tu conseillerais d'ailleurs à quelqu'un qui veut reprendre son alimentation en main et qui ne sait pas par où commencer, qui a une alimentation, on va dire, industrielle et rapide, donc on prend ce qu'il y a de plus pratique, peut-être des plats déjà tout faits, voilà, où il y a potentiellement du sucre d'ailleurs dedans ajouté. Enfin, toi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui débute et qui n'a pas l'habitude, qui sort souvent au resto, enfin vraiment une vie rapide, remplie, c'est quoi ton conseil? Déjà, la première chose que moi je conseille, c'est d'observer. Pas forcément d'agir tout de suite, mais déjà d'observer en fait. Parce que souvent, dans ce type de vie que tu décris, et je l'ai vécu, donc vraiment, je veux dire, j'ai vécu à Paris quasiment toute ma vie, donc je vois très bien de quoi tu parles, tout va vite en permanence, on prend pas le temps. Ouais. Et juste en fait, prendre le temps, s'arrêter, même 1 minute, 2 minutes, lire la liste des ingrédients. C'est très rapide à lire. Ouais. Pourtant, on se rend compte qu'il y a plein de mots qu'on comprend pas. Il y a plein de choses, on se demande pourquoi c'est là. Et en fait, juste déjà une prise de conscience comme ça, c'est se dire, ok, voilà ce que je mange. Maintenant, la deuxième étape, c'est agir. Et là, de manière très simple, ce que je conseille, en fait, c'est de choisir un fruit qu'on aime, hein, peu importe lequel. Ouais. On a tous au moins un fruit qu'on aime bien. Le choisir et le manger avant le repas. Ah, manger le fruit avant le repas. Okay. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il va se digérer beaucoup mieux. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus digeste. Et il va nourrir l'organisme. Et en plus, il n'y a pas cet effet de frustration comme dans les régimes où il faut supprimer des choses, etc. Moi, je ne suis vraiment pas pour la frustration, parce qu'au niveau neurologique, en plus, ça me fait péter un câble généralement. Par contre, rajouter quelque chose. Peut-être 1 fruit, 2 fruits, 3 fruits. Le fruit qu'on aime vraiment, il faut vraiment prendre du plaisir. C'est important, le plaisir. Ouais. Et seulement après, on va aller au resto, on va manger chez les amis, on va manger son plat au micro-ondes rapidement, etc. Et peut-être que petit à petit, on va se rendre compte que le fruit va plus nous nourrir que la barquette de nouilles au micro-ondes. Ouais. Peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, manger une pomme, c'est bien, mais manger 2 pommes, c'est encore mieux. Parce qu'on en a envie, en fait. Et que si on écoute vraiment son corps, on se rend compte qu'on a envie de manger plus de fruits.
Et Ok. petit à petit, en fait, se dire que aujourd'hui, en fait, je vais me prendre une grosse salade de fruits ou un gros smoothie de fruits. Et en fait, ça va me suffire pour mon repas. Pourquoi pas? À tester. Et il y a peut-être comme ça des jours où on peut diversifier son alimentation. Ce qui est bien aussi, c'est de rajouter une portion de cru. Donc des légumes crus, par exemple, des Ouais. crudités. Et seulement après, manger le repas cuit, le repas transformé. Sachant qu'en plus, un fruit à la croque, en termes d'énergie, ça va, c'est très rapide à faire. On le lave, on le passe sous l'eau et ça y est. Ça ne peut pas couper l'appétit entièrement pour quelqu'un qui a un petit appétit, par exemple, de manger une banane. Si la Par personne a exemple. plus faim après les fruits, j'ai envie de dire c'est bien. Finalement, il sera nourri par les fruits en fait. Ouais. Donc c'est ok. Ouais, ok. Mais c'est une autre manière de penser au niveau de Ouais. l'alimentation. Et donc ça, c'est la première chose qui peut être mise en place. Et ensuite, c'est de manger le plus naturel possible. C'est ça. Donc des légumes. Et c'est quoi le souci pour toi de manger des légumes cuits, par exemple? En fait, sur une alimentation qui va être cuite, transformée, on va perdre des nutriments. On va perdre des vitamines, des enzymes. Et du coup, l'effet un peu pervers, c'est que les intestins, en plus, vont devenir feignants. Parce qu'en fait, on leur apporte une alimentation qui est déjà transformée. Donc les intestins ont beaucoup moins besoin de travailler. Et du coup, c'est pour ça que quand on leur amène des légumes crus, par exemple, il y a certains intestins, certaines personnes, qui en fait vont avoir du mal à digérer ça. Parce qu'ils n'ont plus l'habitude. Et les intestins, ils sont devenus paresseux. Ok. Ok, c'est intéressant parce que c'est reprendre l'habitude sur son corps, finalement. Et tu le dis depuis le début, hein, c'est de savoir s'écouter. Oui. Savoir s'écouter parce que ton corps dit qu'est-ce qui est bon pour toi ou pas au C'est fur et ça. à mesure. Comment on reconnaît le fait que son corps te dise des choses positives? Comment toi, concrètement, tu as des exemples peut-être de gens que tu as accompagnés ou même sur toi ou d'amis où tu as senti que voilà, le corps disait non ou disait oui? Déjà, il faut savoir que face à un aliment cru, donc brut, non raffiné, le corps va automatiquement savoir ce dont il a besoin. C'est-à-dire que s'il y a un fruit qui vous attire, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour vous en fait là-dedans. C'est qu'il y a des enzymes, des minéraux, des vitamines. Il y a quelque chose vraiment qui vous fera du bien. Que ce soit des bananes, des pommes, un fruit de la passion, peu importe, il y a quelque chose de bon pour vous. Donc si on s'écoute, on sait la quantité qu'on doit manger. Au bout d'un moment, au bout d'une pomme, 2 pommes, 3 pommes, 4 pommes, si le corps dit stop, c'est qu'il est rassasié. Alors que face à une alimentation transformée ou cuite, le corps il n'arrive pas en fait à dire stop. Il reconnaît pas en fait les aliments, il reconnaît pas les nutriments vraiment. Ouais. Et du coup là en fait on va pas avoir ce rapport de satiété et il va pas réussir à dire stop. Et jamais vous allez manger trop de fruits. Par contre, manger une tartiflette et en reprendre une deuxième fois et après sortir de table, le ventre complètement explosé avec juste l'envie de faire une sieste, ça c'est déjà arrivé en fait. Parce que le corps n'arrive pas à s'arrêter vraiment à temps. Et face à une alimentation transformée comme ça, on va juste, encore une fois, s'observer et on va se rendre compte que comment je me sens après le repas. Après un repas 100% cru, si je le digère bien ou si voilà, j'ai l'habitude, je vais me sentir bien. Mon énergie, en fait, elle va pas partir à la digestion. Elle va partir à ma créativité, à mon imagination. Elle va partir, je vais avoir de l'énergie aussi pour faire du sport, pour faire des choses, pour bouger. Si je mange trop raffiné, trop transformé, je vais être lourde, je vais être fatiguée. Il faut savoir qu'il y a plus de 50% de l'énergie qui part à la digestion. Donc, plus on mange léger et moins on a besoin de digérer. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous ralentir aussi au niveau cérébral. Donc, on aura peut-être la flemme de travailler, on n'aura pas envie de travailler, on va procrastiner. Et c'est vraiment un cercle vicieux, finalement, dans lequel on rentre. On se rend compte qu'on a moins envie, on est moins dans la joie, finalement. Et c'est important de se connecter, en fait, à ces émotions pour voir dans quelle émotion, moi, je me situe. Est-ce que je suis vraiment bien dans la joie, dans l'amour? Est-ce que je pète le feu, j'ai l'énergie à revendre? Ou est-ce que je suis déprimée, fatiguée? Si je suis tout le temps fatiguée, par exemple, c'est pas normal. C'est intéressant parce que qu'est-ce que tu vois, déjà le fait que tu parles que la digestion c'est plus de 50% de son énergie qui part, c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé personnellement pour le coup, que je trouve assez incroyable et qui m'a amené d'ailleurs, je comptais pas en parler tout de suite mais ça me fait penser à ça, donc voilà, c'est moi qui fais l'interview donc j'y vais. J'ai arrêté de manger mon petit déjeuner, donc je fais du jeûne intermittent. Et c'est vrai que ça m'a enlevé toute forme de fatigue le matin et de coup de barre à 11h. Et en soi, je suis un peu sur une ligne droite d'énergie, de forme, jusqu'à 12h30, 13h, où je commence à avoir faim, pour le coup, sans avoir aucune envie de manger sucré. C'est génial. Et ça, je l'ai découvert en expérimentant, parce que de toute façon, je pense que c'est pour tout, même ce que tu racontes là, on peut l'écouter, mais si on ne met pas en place, ça ne sert à rien. Toi, comment tu expliques ça, que le jeûne peut être quelque chose de positif dans sa vie? Regarde, juste l'étymologie du mot déjeuner. Déjeuner, c'est arrêter le jeûne. Ouais. Et la nuit, en fait, c'est là où on va digérer vraiment, c'est là où le corps va se régénérer,
s'il est en train de digérer, il ne peut pas se régénérer. Le corps, il ne peut pas faire en même temps plein de choses, en fait. Donc, il va choisir par ordre de priorité. La digestion étant la priorité quand on vient de manger. Donc, si on laisse le corps au repos, le corps, il va se régénérer. Ça veut dire qu'il va régénérer concrètement la peau, les cheveux, les ongles, nos organes internes, enfin, vraiment toutes les cellules du corps. C'est là où on va avoir des nouvelles idées, peut-être aussi, donc plus de créativité. Mais si on est en train de manger, finalement, on lui apporte une nouvelle information, une nouvelle charge de travail, et le corps, il ne peut pas se régénérer en même temps. Donc si le matin, on ne mange pas, quand on n'a pas faim, on s'écoute, on prend le temps, et on mange seulement quand on a faim, en fait. Comme ça, le corps, on lui laisse vraiment le temps dont il a besoin pour se réveiller. Et il m'arrive, des fois, le matin, alors c'est rare, et en même temps, c'est comme si j'avais déjà la réponse en tête, parce que c'est souvent, si j'ai mal mangé la veille ou si j'ai mal dormi, d'avoir une envie d'un pain au chocolat ou d'une crêpe, alors que je ne prends vraiment rien le matin, mais si je passe devant une boulangerie, la tentation va être plus grande. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'écoute parce qu'on ressent une envie de sucre, ou est-ce qu'à ce moment-là, on dit « Ah non, c'est pas bien, je tiens mon jeûne jusqu'à 13h ». C'est quoi la réponse ? Là, j'ai envie de dire, je laisse à chacun le soin d'y répondre. On est tous différents, donc vraiment, écoutons-nous. Vous l'avez compris, je suis pas pour la frustration, on va pas se flageller, c'est pas le but du tout de la vie. Tu n'es pas derrière les gens en train de leur taper dessus. Non, pas ma connaissance. Par contre, écoutons-nous et voilà, moi aussi quand je passe devant une boulangerie, parfois l'odeur de la boulangerie ça m'attire. Maintenant, est-ce que j'en ai vraiment envie là tout de suite ? Est-ce que ça va me faire du bien ? Est-ce que ça me fait du bien vraiment de m'imaginer en train de manger mon pain au chocolat ? Si vraiment oui, ça me donne envie, ça me fait sourire et ok, j'y vais, c'est pas dramatique en fait, c'est ok. Par contre, si je sens que c'est juste une envie fugace comme ça et que juste après, je sais que ça va me faire mal à l'estomac et que je vais me sentir lourde, attendons la prochaine boulangerie si l'envie est toujours là, tu vois. Et puis, mangeons un fruit avant le pain au chocolat. Ça aidera toujours, tu vois, à nuancer. Ouais, totalement. Et est-ce que toi, tu es adepte du jeûne qui n'est pas que intermittent, mais qui dure plusieurs jours ? Alors, oui. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai testé sur moi et ça me fait du bien. J'accompagne des personnes qui le font et ça leur fait du bien. Le jeûne, c'est pas rien non plus. Donc, idéalement, c'est bien de se faire accompagner, ou en tout cas vraiment de s'être formé avant, de s'être renseigné, savoir comment le faire. Il faut aussi savoir qu'on est quand même une population où on est souvent très déminéralisé, de par le stress, la pollution, le mode de vie qu'on a, enfin voilà, plein de choses comme ça, l'alimentation, bien sûr. Donc, le fait d'être déminéralisé, parfois, ça peut être compliqué de faire un jeûne. Il y a certains profils naturopathiques, en tout cas, qui vont avoir du mal à faire un jeûne. Donc, dans ce cas-là, reminéraliser le corps avant, c'est très important. Pas le faire n'importe comment, le jeûne, vraiment. Mais clairement, oui, d'un point de vue purement scientifique, le jeûne, c'est laisser le corps au repos, le laisser se régénérer. Le corps est super intelligent, il sait ce qu'il fait, mais il faut lui en laisser les moyens. Il ne faut pas l'alourdir en fait, avec d'autres informations. Qu'est-ce que ça apporte de se lancer dans un jeûne où tu es accompagné, bien évidemment ? Ça, c'est important de le dire pour le coup, parce que pour avoir connu un ami qui l'a fait sans, il a réussi, mais il s'est senti assez seul dans toute la démarche qu'il avait créée en se renseignant ici et là. Et je pense qu'effectivement, surtout pour un premier, c'est bien de faire un stage ou d'être accompagné. Mais enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en ressortir de mettre son corps au repos et sa digestion en off ? Déjà, moi je sais que la première chose qui me choque à chaque fois, et pourtant j'en ai fait plusieurs, mais c'est cette question en fait, à l'heure du repas, entre guillemets, de se dire mais là j'ai faim, mais par habitude ou parce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de manger ? Et on oublie en fait qu'on a peur en fait d'avoir faim, clairement. En fait, non. Pour avoir faim, souvent il faut attendre longtemps, très longtemps. Et c'est pas parce qu'on a un petit tournis ou un petit vertige en fait qu'on doit manger forcément en fait. Alors, il faut faire attention, c'est pour ça que se faire accompagner, c'est toujours mieux. Mais souvent, on écoute son corps différemment. Et je trouve que le jeûne, c'est vraiment propice à ça. Et puis, en effet concret, moi, je sais que j'ai une créativité de folie quand je suis en jeûne. C'est là que je crée souvent plein de recettes, d'ailleurs, parce que j'ai plein d'idées. Je turbine, mais comme pas possible. Je dors mieux. Je me réveille, je suis en pleine forme. C'est impressionnant l'énergie qu'on a. Vraiment. D'ailleurs, là-dessus, tu as les livres que tu as amenés avec toi, des livres qu'on retrouvera d'ailleurs dans la description, ainsi que ton profil Instagram et ce que tu peux proposer. Parce que ma question, quand je vois les livres, j'imagine qu'il y a la réponse dedans, mais comment on fait pour que, justement, on n'ait pas l'alimentation végétale crue, on peut vite penser que c'est chiant, que c'est boring. Donc, manger une salade le soir avec 3 bouts de carottes, où est la gourmandise dedans ? Et donc, je dis « on », j'aime bien parce que c'est « je ». Je peux me dire
des fois que franchement j'aimerais bien d'un gros plat de pâtes gourmand avec du fromage, etc., bien fondant. Et comment la nourriture, comme tu proposes, peut être gourmande? Déjà par la diversité de couleurs, de saveurs, de textures. J'aime bien prendre l'exemple du lait. Le lait, quand on dit lait, on pense au lait de vache, traditionnellement. Alors qu'en lait végétal, on va avoir du lait de chanvre, du lait de noisette, du lait de cajou, du lait d'amande, du lait de sésame. On va avoir une diversité en fait qui est folle, avec des ingrédients qu'on a parfois oubliés ou qui sont méconnus, qu'on ne travaille plus trop. Et c'est vrai qu'en végétal et en vivant encore plus, je trouve, on va redécouvrir en fait les fruits et légumes. Et il y a une diversité qui est vraiment impressionnante. Et tu parles du plat de pâtes, donc j'en profite pour faire petite parenthèse. C'est qu'il faut savoir que dans les intestins, on a des neurones. Ouais. Donc il y en a dans le cerveau, mais il y en a aussi dans les intestins. Et en fait, les intestins vont tout garder en mémoire de ce qu'on a mangé dans le passé. C'est-à-dire que quand on était petit, on avait un paquet de gâteaux tous les matins, et si on avait été sage, on avait un bonbon. Et bien le corps, en fait, va vraiment garder ça en mémoire. Donc aujourd'hui, même si intellectuellement, je sais que les bonbons, c'est chimique, c'est pas bon pour la santé, mon corps, en fait, mes intestins ont gardé en mémoire le souvenir, en fait, des bonbons que j'ai mangés, avec cette association à l'émotion aussi que ça traduit, de la récompense, du cadeau, du réconfort affectif, vraiment tout ça. Et du coup, je vais avoir envie de manger ce bonbon. Et même si mon cerveau me dit « Non, mais Irena, tu sais que c'est pas bien. Il y a du sucre raffiné, transformé, c'est mauvais pour la santé, il y a de la gélatine, il y a je sais pas quoi, etc. » Mais le corps, il va avoir cette pulsion de vouloir, en fait, cette alimentation. Et plus on va aller vers du vivant, avec les jus de légumes, entre autres, avec les graines germées, avec le fait de reminéraliser vraiment son corps, et plus on va nettoyer ses intestins. Et donc nettoyer ses anciennes mémoires qui nous perdent un peu dans ce côté un peu pervers de la nourriture, parfois transformée, à nous faire croire en fait qu'on aime des choses qui sont bonnes pour nous. Et finalement, plus tard, on se rend compte que nos papilles ont évolué. Et quand on remange le même gâteau ou les mêmes pâtes qu'on a pu manger avant, on se rend compte qu'en fait, mais est-ce que c'est si bon que ça? Non. Parce qu'il y a plein de sel, il y a plein de sucre, ça cache en fait le véritable goût. Et en fait, j'étais habituée à ça dans le passé. Dans le passé, ça m'a plu, c'était OK. Mais aujourd'hui, j'ai évolué. Est-ce que ça me plaît toujours? Et si on fait ce travail, on se rend compte que pas toujours, en fait. Quand je t'entends dire ça, c'est comme si on faisait un reset, un peu de comme si notre corps était un ordinateur et qu'on mettait tout à la poubelle petit à petit pour ajouter les bons programmes et vraiment de faire en sorte de cliquer supprimer pour que l'intestin oublie cette sensation de ce qu'il mangeait, c'est ça. Qui n'était pas bon. Et puis en fait, moi je sais que c'est une prise de conscience qui a beaucoup aidé dans mon développement professionnel, c'est de me dire en fait je suis addict à la nourriture, je suis accro à la nourriture. Et il faut savoir que tout ce qui est troubles alimentaires compulsifs, en fait, il y a des personnes qui pensent qu'elles sont seules. En fait, non, c'est quasiment toute la population en fait qui est addicte à la nourriture, que ce soit la boulimie, l'anorexie, c'est ce à quoi on pense le plus. Mais en fait, même de manière traditionnelle, en fait, juste un repas qui va pas nous nourrir réellement en termes de nutriments, on est addict à ça en fait. Parce que, alors les fameux neurones dans les intestins, mais parce qu'on nous a appris qu'il fallait manger ça, qu'on a mangé ça, etc. Et souvent, on se perd là-dedans, en fait. Et le fait de moi me rendre compte que j'étais addict à la nourriture, donc il y a eu le passage où j'étais addict au sucre, je m'en suis rendu compte. J'étais très, très accro au sucre, raffiné, bien sûr, pas celui des fruits. Et en fait, j'ai voulu arrêter et je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais pas arrêter comme ça. Et là, ça a été un gros choc parce qu'en fait, je me sentais emprisonnée en moi-même, en quelque sorte. J'étais pas libre, en fait. J'étais addict, accro, en fait, à cette nourriture. Et comment t'as fait? Alors, à la base, je pense que tu n'es pas seule. C'est vrai que le sucre, c'est... oui. Voilà, par exemple, je mange pas de dessert, mais je mange forcément un carreau de chocolat noir ou 2 carreaux. Peut-être 3 de chocolat noir, bon, des fois à 85%, des fois à 70%. Ça dépend. J'ai souvent différents pourcentages. Je vais choisir vraiment peut-être un plus gourmand quand j'ai envie. Est-ce que c'est grave, d'ailleurs, Irena, que je mange du chocolat? Grave, non, rien n'est grave. Enfin, c'est grave si tu décides que c'est grave, en fait. Si toi, t'es OK avec ça, bah, c'est bien. Maintenant, est-ce que si un jour, t'as envie d'arrêter et que t'arrêtes, est-ce que c'est OK avec ça, tu vois? Ou est-ce que si t'arrêtes un repas, t'es complètement mal et c'est comme une drogue? Oui, c'est comme une drogue. Le chocolat, oui, pour le coup, le chocolat est comme une drogue, vraiment. Donc il y a peut-être un autre besoin derrière. Sachant que le chocolat, en plus, alors il y a le sucre qui est addictif, clairement, qui rend addictif. Mais il faut savoir que le chocolat, c'est un excitant aussi. Comme le café, comme le thé. Et on va avoir ce rapport à la nourriture, en fait. Où on va manger un plat de pâtes, par exemple. Ça va nous alourdir, on va être fatigué. Donc on va avoir besoin d'être réveillé. Donc on va prendre un café, ça va nous réveiller. Puis après, le café va trop nous exciter, donc on va devoir se calmer. Donc on va reprendre du pain ou quelque chose. Et en fait, c'est en permanence en fait, des vagues comme ça qui vont faire qu'on va jouer sur les excitants, les calmants, les excitants, les calmants.
Et avec l'alcool, c'est la même chose. Hein. Enfin, Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a une addiction? Alors, une addiction. Oui. Allez, disons que je suis addict du coup au chocolat noir. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui a une addiction comme le chocolat ou autre et qui voudrait arrêter? Quel est le premier pas à faire pour pouvoir arrêter? pour moi, toute forme d'addiction, en fait, ça répond à un manque quelque part. Donc, d'un point de vue purement alimentaire, je dirais rajouter des fruits avant. Parce que si on est attiré par le sucré, tu en parlais tout à l'heure, le sucre, en fait, c'est un besoin d'énergie, tout simplement. Manger des fruits, ça va répondre à ce besoin d'énergie. Et on va être beaucoup plus plein d'énergie et de la bonne énergie qui va durer dans le temps sans nous affaiblir derrière, avec des fruits plutôt qu'avec les gâteaux. Donc ça, c'est la première chose. Après, pour moi, il y a toujours des causes émotionnelles. La nourriture, c'est bien, mais il y a toujours des émotions derrière. Donc, traiter ces émotions, gérer ces émotions, les écouter tout simplement. Qu'est-ce que ça me fait vraiment dans mon corps, dans mes émotions, dans mon cœur, si je mange pas ce carreau de chocolat? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon? Est-ce que c'est un sentiment de rejet? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, en fait? Parce que c'est pas juste le petit bout de chocolat. Ouais. Tu vois? C'est hyper intéressant. Aller plus loin, je trouve ça toujours intéressant. Et puis après, en termes de pure addiction, ce qu'on conseille souvent en alimentation vivante, c'est de manger des fruits secs. En dehors des repas, généralement un petit comme ça en grignotage, tout ce qui est fruits secs, donc amandes, noisettes, figues séchées, abricots secs, etc. Ouais. Et ça, pour tout type d'addiction, l'alcool entre autres, mais un peu toutes les addictions, ça aide aussi à nourrir. Il est dit que les intestins, c'est le deuxième cerveau, hein, Ouais. c'est ça, le cerveau des émotions. Ouais. D'ailleurs, tu fais une conférence sur le sujet ce soir, il me semble. Oui. Hein. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, justement? Ça rejoint un peu ce que tu es en train de dire là, d'ailleurs. Oui, c'est ça en fait, c'est se rendre compte à quel point quand on mange, c'est émotionnel et qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un rapport restrictif à la nourriture. Parce que les régimes, on en entend tous parler, enfin, c'est à la mode, il y en a toujours partout. Maintenant, les régimes, ils vont, au niveau du cerveau, moi, je leur dis, mais j'aime pas ça. Parce qu'on va être dans la restriction, on va s'interdire quelque chose. À quoi bon s'interdire, en fait? Si on rajoute des choses et qu'on comprend pourquoi on les rajoute, entre autres avec l'alimentation, plus on va se faire du bien et moins on aura besoin de compenser ailleurs. C'est une notion d'équilibre, en fait. Mais où est mon équilibre à moi? Où sont mes valeurs? Et si on veut manger un carré de chocolat à la fin du repas, en fait, c'est OK, tu vois? C'est pas grave, il y a pire dans la vie. Ouais. Maintenant, est-ce que toi, ça te convient? Est-ce que toi, t'es OK avec ça? D'ailleurs, est-ce que sur une durée d'un mois, on mange bien? Est-ce que si on mange un McDo, c'est grave? Enfin, encore une fois, tu vas reprendre, j'imagine, la même chose. Mais toi, tu t'empêches de... Prenons vraiment ton exemple. Ouais. Tu manges uniquement cru et végétal tout le temps, ou il y a des moments où tu vas aller te faire un petit plaisir d'une bonne pizza, d'un McDo. Est-ce qu'il va y avoir un craquage? Alors, je vais rien m'interdire. C'est-à-dire que si vraiment, vraiment j'ai envie de quelque chose, je vais y aller. Je vais m'écouter. Généralement, je laisse passer un petit peu de temps pour voir si l'envie vraiment, elle est là longtemps après ou si c'est juste une envie fugace qui, le lendemain, je vais l'oublier. McDo, c'est plus pour des raisons éthiques que je vais pas y aller. Maintenant, si tu as envie d'aller à McDo, tu es responsable de ta vie, en fait, tu fais ce que tu veux, tu vois. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Ouais. Et là, toute cette alimentation, mais tout ce que je fais, en fait, dans mes différentes branches d'activité, c'est de rendre les gens responsables, de leur apporter des outils et de dire, mais en fait, voilà, vous savez ce que ça implique McDo. On connaît les conditions de travail, on connaît l'effet sur la santé. Je me rappelle, moi, je mangeais McDo avant, je mangeais kebab, je mangeais McDo, je mangeais fast-food, enfin, je l'ai fait. Je mangeais micro-ondes, etc. Mais le truc, c'est que je sors du McDo, j'ai encore faim. Moi, ça me remplit pas. Je prenais 2 Big Mac, des frites, le Coca XXL, le Sprite, etc. Mais ça me nourrit pas, j'ai encore faim. Et c'est ça, en fait. Vraiment, quand je m'écoute, je me dis, mais si je suis pas nourrie, à quoi bon y aller? Tu vois? Alors, je vais me faire une grosse salade de fruits avec plein de crudités derrière, plein d'oléagineux, des algues, des graines germées, un super gâteau, etc. Je sors là, j'ai pas faim. Mais je suis pas lourde pour autant. Donc c'est vraiment s'écouter, être à l'écoute de son corps. Je sais que la viande, par exemple, et le poisson, c'est pour des raisons éthiques, que je vais pas dire je me l'interdis parce que c'est pas ça, mais en tout cas que je vais pas vers ça. Maintenant, si demain vraiment, vraiment j'ai envie de manger de la viande ou du poisson, je vais écouter pourquoi j'en ai envie en fait. Qu'est-ce que ça fait en moi? Et à quel moment, comment être congruente avec mes valeurs? Aujourd'hui, si j'en mange, je serais pas congruente. Par contre, si demain j'évolue, je sais pas. Donc je m'interdis rien. Vraiment s'écouter et puis au moment présent, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Et quand j'ai vraiment envie de manger une pizza, enfin, j'adore l'Italie, donc j'adore les pizzas aussi. Si vraiment j'ai envie d'une pizza, je la mangerai. Mais je vais pas me flageller en me disant c'est mal, tu sais ce qu'il y a dedans, tu comprends les nutriments et ça, mais c'est ok quoi. Avec tout ce que je mange de bien à côté, enfin ça va. Donc Irena mange des pizzas, oui. mais plus de McDo. C'est ça. Ok. Tu parlais aussi que toi, donc il y a tout le bien-être en tout cas qui est dans l'assiette, mais tu as un côté où il y a un bien-être autre qui peut être même plus spirituel. Qu'est-ce que pour toi la spiritualité?
C'est un monde plus grand que soi. C'est appartenir à quelque chose qui est encore plus vaste. On est tous reliés, on est tous connectés les uns aux autres. On est de l'énergie en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette énergie ? À chacun de voir ce qu'il a envie d'en faire. Pour moi, la spiritualité, ça va même être au-delà des religions en fait. C'est vraiment quelque chose de très personnel qu'on va ressentir en soi. Et forcément, c'est relié à un bien-être. Parce qu'une spiritualité où on va se flageller justement, où on va s'interdire des choses, ou se frustrer, enfin non. Par contre, une religion ou une spiritualité, on va comprendre pourquoi on agit comme ça et que finalement, en n'allant pas vers un certain chemin, ça nous fait du bien. Là, c'est OK. Là, c'est intéressant. Tu parlais tout à l'heure de la loi de l'attraction. Ouais. Comment... Alors, tu sais, la loi de l'attraction, moi, il y a toujours ça fait des années, bientôt 10 ans que j'avais lu et vu ce fameux film Le Secret. Où c'était pense que tu vas gagner beaucoup d'argent et ça va se réaliser. Carrément. Dis-toi que je l'avais fait à l'époque parce que j'avais vu que, par exemple, tu gagnais de l'argent, il fallait te faire un chèque, l'accrocher dans ton armoire ou derrière quelque part où tu le voyais tous les matins. Donc je m'étais fait un chèque de 20 000 € que j'avais accroché dans mon armoire. J'ai pas gagné 20 000 € en restant assis sur mon canapé, ça n'a pas fonctionné. Et vraiment, c'est pas le chèque qui m'a été un déclic de changer ma vie. Et bon, dans le podcast, ils le savent un peu, mais de partir dans l'immobilier locatif et l'entrepreneuriat, etc., etc. Mais en tout cas, ça n'a pas été juste d'accrocher un chèque qui a changé ma vision. Et ce n'est pas juste imaginer ce qu'on veut, se connecter à cette chose plus puissante que nous, et tout d'un coup, ça vient dans notre vie. Je cherche l'homme, la femme idéale, et je reste sur mon canapé à méditer, et bim, ça tombe. Toi, qu'est-ce que c'est justement pour toi, du coup, la loi de l'attraction et comment ça se concrétise ? Alors, pour moi, on la vit en permanence, en fait. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, déjà, c'est une loi physique, scientifique, qui existe en permanence. Et c'est vraiment le fait de s'attirer à soi tout ce qui répond à nos croyances. Donc, tout à l'heure, tu parlais des 20 000 €, par exemple. Si je veux 20 000 €, pour moi, c'est même au-delà de le vouloir. C'est vraiment, est-ce que je crois que c'est possible ? Est-ce que ça répond à ma croyance ? Parce que moi, j'accompagne plein de personnes qui me disent « Moi, je veux être riche. » Ok, tu veux être riche. Déjà, c'est combien être riche ? Parce que ça dépend de chacun. Et surtout, quand on creuse un peu plus, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont peut-être pas envie tant que ça d'être riche. Parce qu'être riche, ça veut dire, pour certains, être radin. Derrière, ça veut dire être méchant, ça veut dire être sectaire, ça veut dire faire des concessions qu'ils ne veulent pas faire, ça veut dire correspondre à des personnes auxquelles ils ne veulent surtout pas correspondre. Et en creusant comme ça, on se rend compte que les croyances sont beaucoup plus fortes que juste le simple fait de vouloir quelque chose. Ouais. Donc pour moi, on va vraiment s'attirer à nous des situations qui vont répondre à nos croyances en permanence, tout le temps, vraiment, que ce soit dans la rue. Ça peut nous tomber dessus par hasard. Maintenant, si j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie et que je reste assise sur mon canapé, en fait, c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, tout simplement. Tu vois ? Moi, j'ai envie d'aller ramasser les déchets dans la nature, par exemple, faire de l'associatif, m'amuser, faire de la cuisine, créer des choses, créer des nouveaux projets. Et là, je pourrais rencontrer l'homme de ma vie. Ok. Ça veut dire que quand on a envie de faire marcher la loi de l'attraction, c'est quoi ? C'est se poser les bonnes questions, c'est écrire ce qu'on veut, c'est l'incarner, c'est... Alors, déjà, c'est savoir quel type de média en fait nous parle le plus. Moi, j'aime beaucoup écrire, donc j'adore écrire des lettres à l'univers. Donc un peu comme une lettre au Père Noël. Je vais écrire une lettre où je vais commander ce que je veux, vraiment tout ce que je veux. Donc ça peut être, si on a envie d'être en couple, par exemple, écrire la personne idéale pour nous. Sachant que c'est hyper personnel, parce que ça répond vraiment à nos besoins, à nos envies. Et vraiment, peu importe, il ne faut pas se mettre de limites. Mais ça, dans la loi d'attraction, c'est hyper important pour moi. C'est vraiment pas de limite. Parce qu'on va se restreindre à quelque chose, mais qui répond à nos croyances, à ce qu'on voit aujourd'hui. Et parfois, on se rend compte que la réponse, elle est hors de notre champ de conscience. Un peu comme les chevaux avec leurs œillères, ils vont voir ce qu'il y a devant eux. Mais parfois, la réponse, elle est juste à côté, mais on la voit pas, on le sait pas. Donc si on s'autorise à dire « Ok, moi je veux ça dans mon idéal, que ce soit le job de mes rêves, la personne de mes rêves, le lieu de mes rêves, déménager, enfin vraiment peu importe, je vais l'écrire et je vais dire à l'univers « Voilà, moi je veux ça, comment ça arrive ? Ça, c'est pas mon problème, tu fais comme tu veux. » Et forcément, si on est déjà dans cet esprit d'écrire une lettre, on va être à l'affût des signes. On va vouloir trouver la réponse quelque part. Et le cerveau, il a toujours envie d'avoir raison, pour tout le monde. Donc, on va chercher les signes en fait, qui nous prouvent qu'on a raison. Et c'est comme ça qu'on va trouver la réponse aussi, et qu'on va tomber sur les bonnes personnes. Tu as un exemple justement là peut-être de lettres à l'univers que tu as pu faire et où les choses se sont faites avec facilité ? Pour être en couple, déjà. Clairement, j'avais fait ma lettre à l'univers et j'ai eu la réponse. Et ce qui est très drôle, c'est quand j'ai relu la lettre que j'avais faite, qui faisait 3 pages, la personne correspondait en tout point aux 3 pages. C'est dingue. C'est hyper intéressant parce que je trouve en tout cas que l'écrit est très puissant.
Ouais. J'ai tendance le matin à écrire toutes mes pensées négatives et m'en débarrasser. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc j'ai l'impression que écrire en tout cas ce qu'on ressent, que ce soit du négatif pour se l'enlever, parce qu'on va vouloir l'enlever, ou écrire le positif pour s'inspirer et faire peut-être appel effectivement à quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose... Et l'écrit, il y a vraiment ce côté où quand t'écris quelque chose, quand tu te relis, des fois, moi j'ai le sentiment que c'est pas moi. Ouais. Et que c'est quelque chose... C'est un moi supérieur, c'est quelque chose qui... Waouh, j'ai écrit ça. J'ai envie de ça, je ne veux plus de ça. Je trouve assez fort comme... Mais c'est ça, parce qu'en fait, le corps, la main va écrire en fait ce qui est dans notre tête, dans notre cœur, parfois ce qui vient de plus haut, justement. Et il n'y a pas besoin de réfléchir en fait. Juste laisser la main faire. Et elle sait ce qu'elle fait. Et puis ça matérialise. Donc après, on peut le relire. Mais pour les personnes qui n'aiment pas écrire, parce que moi j'ai plein de personnes aussi qui me disent mais moi j'ai la flemme d'écrire, j'ai pas envie. Dans un premier temps, on peut s'enregistrer. Tout le monde a un téléphone maintenant avec fonction enregistreur. On s'enregistre en train de parler. Puis après, on se réécoute. Et on fait « Ah, c'est intéressant !» Et ça permet vraiment d'ancrer aussi, d'ancrer en fait ce qu'on veut. Ça me fait penser parce que là-dessus, ce n'est pas un secret. On s'est rencontrés dans un stage de développement personnel. Et dans ce stage, on nous évoquait souvent et toujours la pensée crée la réalité. Ouais. Et c'est vrai que souvent, si on dit quelque chose, c'est ce qu'on a en tête. Et c'est la réalité qu'on crée dans ce qu'on dit. Et les croyances limitantes sont très souvent dites dans la parole quand on discute. Quand j'entends même des gens parler, des fois on sent qu'il y a des blocages qui sont là. En quoi le bien-être spirituel va avec le bien-être alimentaire ? Je dirais que l'un et l'autre, en fait, c'est comme un engrenage, tu vois. L'un va favoriser l'autre et inversement. Mieux je vais manger et plus mon corps va être léger. Donc plus je vais pouvoir me connecter à quelque chose d'autre. Je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir faire des projets qui me tiennent à cœur, qui m'apportent de la joie. Et plus je vais être dans la spiritualité, et mieux je vais vouloir manger. C'est-à-dire que si je suis en pleine méditation, que je suis bien, ou même connectée aux uns, aux autres, au soleil, à la lumière, à tout ce que je veux, est-ce que j'ai envie de m'enfermer dans un McDo ? Pas forcément. Tu vois ? Et souvent, on se rend compte que ce genre d'alimentation, et je l'ai fait l'expérience moi-même, et j'ai vu pas mal de personnes sur qui ça faisait ça aussi, c'est que souvent ce type d'alimentation, les gâteaux, les choses vraiment très lourdes comme ça, finalement ça nous permet de nous couper de nos émotions à un moment donné. Alors parfois c'est bien, parce qu'on a envie de faire taire tout ça, parce qu'on sait plus le gérer, donc c'est ok. Mais déjà d'observer ça, la boulimie typiquement c'est ça, c'est faire taire ses émotions, c'est se gaver de nourriture, parce qu'on n'arrive plus à gérer tout ce trop plein d'émotions. Donc plus on va être dans la spiritualité, et plus on va être en joie, dans l'amour, dans le bien-être, et moins on aura envie en fait de se tourner vers ce type d'alimentation. Pourquoi je mange plus de viande ou de poisson pour des raisons éthiques ? C'est parce que quand je vois mais la viande dans mon assiette, moi je pense à un cadavre, je pense à un animal qui a vécu. Et j'ai pas envie de participer à ça. Et pourtant j'ai mangé de la viande, j'ai adoré manger de la viande. Quand je pense à la viande, ça me fait plaisir même. Mais aujourd'hui, le fait d'en manger, de passer à l'acte, ça correspondrait plus à mes valeurs. Est-ce que ça ne représente pas l'alignement personnel, tout ce que tu dis ? Si. Si. Bien sûr. J'ai une question de Tata Jacqueline. C'est la question, c'est la question, c'est la question de Tata Jacqueline. Est-ce que tu connais Tata Jacqueline ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Tata Jacqueline, c'est vraiment la tata qui a ses croyances, justement, à elle, potentiellement ses œillères, et qui va peut-être se limiter. Et quand elle a su que je t'accueillais, elle m'a dit ouais, non, mais elle est gentille, Iréna. Ouais. Elle est vraiment gentille, elle est souriante, elle fait de très jolis livres avec de très belles recettes. Mais enfin, moi, quand j'avais mes gosses et que j'avais ma vie à 100 à l'heure, mon mari qui rentrait du boulot, etc., j'avais pas le temps de prendre soin de leur faire à manger, comme elle dit dans ses bouquins. Comment je fais, en fait, quand je suis une mère de famille ou quelqu'un avec des enfants, avec un mari, avec un travail qui prend beaucoup de temps ? Comment on met en place ça au quotidien ? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Déjà, venir à mon stage, par exemple. Comme ça, vous venez en famille. Ça fait une sortie en famille. Les enfants sont bienvenus, en plus, dans mes stages, évidemment. Comme ça, les parents découvrent ce type d'alimentation. Les enfants aussi. Donc, quand vous repartez à la maison, vous savez quoi faire. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez vraiment pas le temps de venir à mes stages, déjà, manger un fruit. C'est facile. Je veux dire, on va faire ses courses, on achète plein de fruits différents, on met une corbeille sur la table. Les enfants, même pas besoin de les cuisiner, Les enfants, spontanément et naturellement, ils vont souvent vers les fruits. C'est très rare, vraiment, les enfants qui ne vont pas vers les fruits. Les enfants vont prendre un fruit, ils vont le manger. Ils ont déjà mangé leurs fruits avant leur repas. C'est déjà ça de fait, en fait. Et puis après, dans le rush, on peut faire autre chose.
Ouais. T'as un exemple de recette facile là que tu pourrais donner qui... Moi, j'adore tout ce qui est fait au blender, parce que je trouve que c'est hyper rapide. On met plein d'ingrédients dans un blender, ça mixe, ça fait une sauce, c'est rapide, c'est fait, ça y est. À côté de ça, on fait même des carottes râpées, mais avec une sauce bien onctueuse, bien crémeuse, avec des amandes, par exemple, des noisettes, plein d'épices, plein de bonnes choses, des herbes aromatiques. Ouais. Tout de suite, on va avoir une sauce qui va changer de la simple vinaigrette qu'on connaît tous. Totalement. Qui va être beaucoup plus dense aussi, parce que comme il y a des oléagineux, ça va remplir, ça va nourrir plus. Et avec les carottes râpées, ça va carrément changer. Ouais, Ce sera plus du tout la même recette. Tu m'ouvres l'appétit. Chouette. J'arrive sur la dernière question. Irena, qu'as-tu osé de plus grand dans ta vie? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Waouh. Je dirais vivre, en fait. Ok. Ouais, oser vivre. Et en fait, aller au bout de mes rêves. Et je suis quelqu'un qui a plein de projets, plein d'idées, et oser, en fait, réaliser mes projets. Quand j'ai fait mon premier livre de recettes, Cuisine crue, ma condition, c'était de prendre les photos. Et la maison d'édition m'a dit « Mais vous êtes photographe ?» Je dis « Oui, je suis. » Je ne l'étais pas encore à ce moment-là, certes. Mais je voulais l'être. Et j'ai tout fait pour l'être. Et mes 4 livres, c'est moi qui prends les photos. Et elles sont magnifiques, mes photos. Ouais, je confirme. Merci. Mais parce que je voulais le faire, en fait. Et j'ai osé prendre les photos. J'ai osé me former. J'ai osé apprendre. J'ai osé échouer aussi. Parce que réussir, forcément, c'est passer par la case échec. Et le fait d'oser tout ça, c'est me rendre fière. Et plus je vais oser des projets, en fait, et plus j'ose de nouveaux projets, et ainsi va la vie. C'est super. En tout cas, c'est très beau, oser vivre. La vie est fantastique quand on s'écoute, je crois, et quand on ose. Et tu représentes bien ça, en tout cas, dans tout ce que tu accomplis. Et tu es vraiment très inspirante, en tout cas, à écouter et à regarder, du coup, parce que moi, j'ai la chance de t'avoir en face de moi, donc j'en profite. Et moi aussi, merci beaucoup, Nicolas. On retrouve vraiment tous les liens de ton Instagram, de où te contacter dans la bio, et y compris les liens des livres, pour ceux qui veulent aller plus loin, et y compris des stages pour Tata Jacqueline, mais pas que, qui pourront te rejoindre. Avec plaisir. Très bientôt. Beaucoup. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est vraiment ce qui peut aider au maximum ce podcast à vivre et à se faire connaître. Mais aussi le partager à des personnes de ton entourage si tu penses que l'interview d'Irena peut les intéresser. En tout cas, ose voir grand, ose vibrer et ose ton unicité. Et je te dis à très bientôt, à la semaine prochaine.